Bonjour Nathalie. Bonjour, Suzanne Lavigne. Bonjour Nathalie Anne Croft, pour reprendre. Bonjour Léo Prudhomme. Bonjour, bonjour Suzanne et Nathalie. Alors aujourd'hui, on va faire une activité un petit peu différente des autres parce que nous avons un invité, Nathalie. C'est Léo Prudhomme qui travaille avec nous depuis belle lurette. Je vais laisser le soin à Léo de te... J'aimerais ça que tu te présentes pour qu'on puisse dire à ceux qui nous écoutent d'où tu viens et pourquoi tu es avec nous aujourd'hui. Oui, donc bonjour à vous tous. Oui, effectivement, je suis comptable agréé ou CPA, qui est une firme qui est une sorte des comptables professionnels agréés au Canada. Maintenant, à l'intérieur de la francophonie, on pourrait dire qu'on est des experts comptables. Je viens en fait d'une entreprise familiale. Je suis expert comptable depuis 1986. Ça fait déjà belle lurette. Et j'ai réintégré l'entreprise familiale suite à mon stage où je suis devenu contrôleur pour l'organisation, pour notre entreprise. Et par la suite aussi, j'ai occupé des postes de direction générale au niveau de l'entreprise. Ce qui fait que quand même, j'ai une expérience dans le domaine des affaires. Donc, je sais aussi un peu ce que les clients vivent et ressentent dans ce qu'ils sont au niveau du quotidien. Maintenant, je disais que je venais d'une entreprise familiale. J'ai 6 frères et sœurs pendant lesquels on était tous actionnaires. Donc, on a eu à gérer cette situation-là. Et maintenant, on a vendu en 2015 notre entreprise, nos entreprises, ce qui fait que maintenant, on est une famille en affaires. On a donc progressé, on s'est donc déplacé un peu dans la façon de faire les choses. J'ai été associé avec Nathalie dans les années 2007. Dans le groupe Conseil Pissenlit. Et par la suite, on a travaillé ensemble avec Suzanne et Nathalie sur des transferts d'entreprise au fil du temps, selon les différents aspects dont on va vous parler bientôt. Mais je me concentre davantage sur l'évaluation d'entreprise, la faisabilité financière, la formation aussi au niveau des gestionnaires, soit les relèves ou les cédants ou les deux. Donc, c'est un petit peu mon profil, ma contribution au niveau de l'équipe en tant qu'expert dans ce cadre-là. Merci Léo, merci. Alors nous, on a eu le plaisir de travailler avec Léo depuis longtemps. Moi, ça fait longtemps que j'ai travaillé avec lui quand il était dans l'entreprise familiale, toi aussi Nathalie d'ailleurs, ce qui fait qu'on est des complices depuis 1990 pour ma part. Là. Ça fait que ça fait bien longtemps qu'on travaille ensemble et qu'on se côtoie. Alors aujourd'hui, Léo, on va l'avoir comme expert pour qu'il puisse présenter comment on pense une évaluation d'entreprise, comment ça se fait pour vous donner les grandes lignes. Alors, si vous permettez, je vais partager une présentation que Léo a préparée pour nous, puis on va regarder ça ensemble. Alors, ça va bien tout le monde? Oui. Alors aujourd'hui, la capsule va porter sur la détermination de la juste valeur marchande. Ce qu'on veut faire avec vous, c'est de vous présenter les grands principes et pourquoi on doit faire une évaluation de la valeur marchande à chaque fois qu'on fait un transfert d'entreprise. Alors, si on peut voir, on vous avait présenté à presque chaque présentation les grands aspects qu'on travaille sur quand on fait du transfert d'entreprise. Et aujourd'hui, ce sont les aspects financiers. Vous vous souvenez que 50% des échecs, c'était les aspects humains, mais l'autre 50% des échecs dans un transfert d'entreprise, ce sont les aspects financiers. C'est très rare que les aspects légaux et fiscaux vont faire manquer un transfert, mais les aspects financiers, c'est un aspect très important. Avez-vous quelque chose à rajouter, Nathalie? Ça va? Non, ça va très bien. On peut continuer, ma chère Suzanne. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que voici, Léo, je te laisse la parole pour présenter la définition de la juste valeur marchande. Bon, en fait, c'est certain que pourquoi on va parler d'une définition, c'est qu'en fait, il faut s'entendre sur le terme de c'est quoi la juste valeur marchande, c'est qu'on ait le même vocabulaire, peu importe où on se situe dans le monde, mais c'est certain qu'au Québec et au Canada, c'est certain qu'il y a un concept de juste valeur marchande auquel on s'est entendu au niveau de l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprise et aussi la législation fiscale. Parce qu'en fait, cet outil-là, cette détermination de juste valeur marchande, va servir dans notre processus au niveau fiscal. Donc, il fallait avoir un lexique commun pour bien s'entendre. Donc, en fait, c'est quoi la juste valeur marchande? En fait, on va parler du prix au comptant le plus élevé exprimé en éléments de trésorerie. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le prix au comptant le plus élevé. S'il y avait une transaction, donc c'est de l'argent sonnant ou quelque chose qui y ressemble.
C'est aussi une valeur qui peut être obtenue dans le cadre d'une transaction sur un marché où la concurrence peut librement s'exercer entre un acheteur et un vendeur hypothétique. Donc, on parle d'un vendeur et un acheteur hypothétique parce qu'il n'y a pas de transaction. Et où la concurrence peut librement s'exercer. Fait qu'effectivement, librement, c'est toujours, on pourrait se poser la question, en fait, c'est hypothétique, mais c'est sûr que d'une transaction, c'est pas toujours libre. Mais dans ce cas-ci, de la juste valeur marchande, c'est un élément qu'il faut tenir compte. Il faut tenir compte aussi que l'acheteur et le vendeur sont consentants à faire une transaction, sont aptes à transiger, donc ils peuvent vendre, le vendeur peut vendre et l'acheteur peut acheter. Et ils sont sans lien de dépendance. Pourquoi c'est en rouge? En fait, ici au Canada, c'est important parce qu'en fait, qu'on vend avec une personne avec laquelle on a un lien de dépendance, ça devient d'autant plus important de déterminer cette valeur-là selon les normes d'expertise en évaluation d'entreprise. Et on dit aussi qu'ils sont libres de toute contrainte. Donc, ils ne sont pas obligés de vendre, non plus d'acheter. Et ils doivent être raisonnablement informés des faits pertinents. Donc, en fait, ça veut dire que et l'acheteur et le vendeur ont suffisamment d'informations prendre une décision et de dire, bon, ça convient à pour les fins auxquelles je veux l'utiliser. Donc, c'est les grandes lignes de la juste valeur marchande. Puis c'est ça qu'il faut toujours garder le cap parce qu'en fait, parfois, au fil du temps, au fil du mécanisme de détermination de la juste valeur marchande, si on ne retient pas, il faut toujours déterminer la valeur au comptant le plus élevé, bien, on perd le focus sur cet élément-là et sur les autres points de la définition. Est-ce que c'est aussi important dans une relève d'une famille en affaires qu'une entreprise qui transfère à des cadres? Pour moi, c'est aussi important parce qu'en fait, on vient mettre les bases sur quelque chose de concret qui est fait de façon indépendante aussi, donc, et objective. Donc, en fait, on n'a pas tout comme information parce que si on avait toute l'information, on aurait vraiment un prix, il y aurait une transaction qui avait été passée auparavant. Mais ça permet vraiment d'avoir une base solide sur laquelle on peut se fier. Parce que cette valeur-là va servir et dans la faisabilité et aussi dans la détermination du patrimoine nécessaire au cédant ou pour l'acheteur, parce qu'en fait, elle va venir déterminer tous les autres éléments qui vont découler de cette juste valeur marchande-là. Okay. Fait que oui, il est très important de bien la déterminer au départ. D'accord. Alors là, j'aimerais ça que tu présentes un peu tous les modèles d'évaluation qu'on a et qui sont, bien, pas tous, là, mais ceux les principaux. Exact. En fait, on a différentes méthodes d'évaluation, différentes approches, puis en fait, on va se poser des questions pour savoir est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas, puis c'est laquelle qui est la plus valable dans la situation dans laquelle on va rencontrer, dépendamment du type d'entreprise, etc. Donc, en fait, la première méthode, grande famille, c'est basée sur les actifs. En fait, on va se poser la question, est-ce que l'entreprise est en continuité ou est-ce qu'elle est assurée sa continuité? C'est sûr que si on répond que non, elle n'est pas assurée, cette continuité, c'est sûr que ça veut dire qu'elle ne va pas continuer au fil du temps dans l'avenir. Et donc, on pourrait se poser la question à ce moment-là, on devrait faire une liquidation. Donc, sous la famille des actifs, on a la liquidation forcée, qui est immédiate. On doit arrêter les opérations pour plein de facteurs, peut-être légaux. Ou il y a une liquidation ordonnée qui va nous donner un petit peu plus de temps pour faire en sorte de valoriser ou en tout cas de donner plus de valeur à nos actifs qu'on détient dans l'entreprise. Donc, ça peut être un élément qu'on va utiliser. Ça va être aussi une méthode qu'on peut juste utiliser aussi en termes de mesure de risque. Donc, se dire, bon, on va déterminer une juste valeur marchande peut-être avec une autre méthode et en se disant, comme acquéreur, si ça ne va pas bien, combien ça pourrait valoir si on liquidait? Et donc, ça va donner, l'écart entre les deux va donner une mesure du risque potentiel de l'acquisition de l'entreprise, en fait. L'autre méthode, qui est une autre sous-méthode sur la base des actifs, je vais juste finir celui-là, c'est l'actif net redressé. En fait, on va le voir moins fréquemment, mais c'est pour des types d'entreprises qui sont dans le secteur, peut-être plus de la construction, où on n'est jamais sûr un petit peu de l'avenir de l'entreprise. Elle est là, elle est présente actuellement, l'entreprise, mais est-ce qu'il y a un risque qu'elle ne soit plus là dans le futur? Fait qu'on va utiliser cette méthode-là. Donc, on va venir réévaluer les actifs à la juste valeur marchande de ces actifs-là au moment où on évalue. Et aussi, ça s'applique aussi aux des entreprises qui sont dans le secteur immobilier ou des secteurs de sociétés de portefeuille où, en fait, ils ont un élément d'actifs, mais qui sont plus des éléments financiers et non pas basés sur le rendement. L'autre famille qui est basée sur le marché, en fait, on va essayer de comparer un peu l'exemple du marché immobilier. On va essayer de trouver des entreprises qui sont comparables à l'entreprise qu'on veut évaluer. Évidemment, trouver l'entreprise qui est comparable, ça serait possible
quand c'est des plus petites entreprises, c'est plus difficile. Mais le problématique qu'on rencontre dans ce cadre-là, c'est plus d'avoir l'information. Parce que, bon, on a l'information sur l'entreprise qu'on veut évaluer, mais obtenir l'information sur une autre entreprise qui serait comparable dans le marché, bien, il y a des chances que l'autre entreprise ne nous fournira pas son information. Donc, c'est la difficulté de cette méthode-là pour les plus petites entreprises. Les transactions antérieures, bien évidemment, on pourrait regarder une transaction qui est survenue dans le cadre de cette entreprise-là qu'on évalue, qui est survenue dans le passé. C'est sûr qu'avec le rythme effréné de l'économie, s'il y a eu une transaction il y a 5 ans, on peut comprendre que le modèle d'affaires peut être changé de l'entreprise entre le moment où on l'a évalué il y a 5 ans et présentement. Donc, c'est une méthode qu'il faudrait faire beaucoup d'ajustements, puis donc, qui est peut-être pas représentative de la juste valeur marchande de l'entreprise. Donc, ces deux méthodes-là, en fait, basées sur l'actif et le marché, sont plus des méthodes qu'on utilise moins fréquemment que celles que je vais vous présenter à l'instant, qui est l'autre famille, qui est la famille basée sur le rendement. Tu peux le faire, il va arriver bientôt, oui, c'est ça. Donc, c'est la famille où on parle de rendement. Et donc, quand on parle de rendement, on parle de rendement de notre investissement. Donc, on amène un concept un petit peu plus financier à la chose. Donc, en fait, il y a deux sous-familles sous la méthode de rendement. Il y a celle de la capitalisation et celle de l'actualisation des flux monétaires. Donc, sous la méthode de la capitalisation, en fait, dans cette sous-méthode-là, si on veut, basée sur le rendement, c'est qu'on va regarder le passé. On va se baser sur les chiffres du passé pour dire, bon, basé sur le passé, voilà ce que l'entreprise devrait produire pour le futur. Donc, évidemment, est-ce que le passé est garant du futur? On pourrait se poser la question, mais par contre, on a des données, on a de l'information au niveau de l'entreprise sur la méthode de capitalisation. Il y a deux sous-méthodes, basées sur le bénéfice ou les flux monétaires. Donc, basé sur le bénéfice, on va parler du bénéfice comptable, auquel on va faire des redressements, on va le voir un peu plus tard. Mais en fait, ça va s'appliquer plus pour des entreprises qui sont dans le secteur soit du domaine de distribution, du détail ou des services, en fait, qui ont peu d'acquisition d'immobilisation, qui investissent pas beaucoup dans les immobilisations. Donc, en fait, on va pouvoir utiliser le bénéfice qui est comptable. À l'opposé, la capitalisation des flux monétaires, bien, ça va s'adresser un peu plus au domaine manufacturier ou des entreprises qui ont besoin de réinvestir fréquemment dans leurs immobilisations, dans leurs machines de production. Donc, ça fait en sorte qu'on va plus regarder quelle est sa capacité à générer de l'argent, des flux monétaires. Parce qu'on comprend que si on achète beaucoup d'actifs, beaucoup d'immobilisation, donc ça veut dire une dépense d'amortissement qui est beaucoup plus élevée et donc ça viendrait fausser notre juste valeur marchande si on l'appliquait dans le cadre de la capitalisation des bénéfices. L'autre méthode, qui est l'actualisation des flux monétaires, en fait, c'est la meilleure méthode, mais la difficulté, en fait, c'est l'actualisation. Pour expliquer ça, on va regarder le futur. Donc, il faut faire des projections 3 ans, 5 ans sur le futur, donc dans le chiffre d'affaires, dans la profitabilité au niveau du bénéfice brut, les besoins en termes de main-d'œuvre. On doit évaluer, en fait, tous les revenus et les coûts pour, en fait, déterminer quel est l'argent, les flux monétaires qui vont être projetés au fil de ces 5 prochaines années-là, si on prend un exemple de 5 ans. Et donc, de déterminer, OK, combien je vais générer d'argent dans chacune de ces 5 années-là et ramener chacune de ces montants d'argent-là qui sont générés, les ramener au moment 0. Donc, au moment où on détermine la juste valeur marchande qui est au présent. Et donc, évidemment, ça fait en sorte que toute la difficulté, en fait, c'est les projections. C'est la véracité de nos projections va nous permettre d'avoir une meilleure actualisation des flux monétaires. Mais c'est beaucoup plus difficile. Surtout dans les PME où la majorité des entreprises ont un processus budgétaire qui est en fait un processus budgétaire et pour une période d'1 an. Mais là, de les amener dans un processus de faire des projections pour 3 ans ou 5 ans, c'est des choses qui sont faites très, très rarement. Donc, en fait, cette méthode est un petit peu plus difficile. On s'entend que cette méthode-là va s'appliquer sur des entreprises en démarrage parce qu'évidemment, elle n'a pas de passé, donc elle doit faire des projections obligatoirement. Ça va s'appliquer sur des entreprises qui sont réglementées, style Hydro-Québec, Bell Canada, qui ont des obligations de
peuvent pas augmenter leurs tarifs comme ils veulent, mais ils connaissent beaucoup d'informations, ils ont le nombre de clients, etc., qui sont capables de faire des projections dans le futur. Et aussi, c'est une méthode qui va être utilisée beaucoup dans le secteur des ressources pétroliers ou du minerai, parce qu'ils sont capables de déterminer quand même assez précisément la quantité de minerai que détient la mine ou les puits de pétrole. Et donc, ils sont capables de faire des projections dans le futur en fonction des cours des prix. Donc, en fait, c'est les trois grandes familles à l'approche de l'évaluation qui permettent de faire en sorte qu'on peut déterminer une juste valeur marchande qui tienne la route. Est-ce que c'est plus difficile dans des cas de temps incertains comme on vit présentement? Est-ce que c'est plus difficile de faire une évaluation dans ces temps-ci? Effectivement, mais en fait, si on revient à ma question du départ qui était sur la famille basée sur les actifs, on se dit est-ce que l'entreprise est en continuité? On présume, si on enlève l'effet de la pandémie actuelle, on présumait qu'il y avait toujours une continuité qui était pour les 10-15 prochaines années, si toutes les choses restent égales par ailleurs. Donc, on avait ce concept-là. Maintenant, avec la pandémie, c'est venu amener un élément de risque qui est inconnu, qu'on n'a jamais vécu, si on veut, au fil des 40-50 dernières années dans notre économie. Donc, en fait, c'est là que ça crée de l'incertitude. Puis, en fait, dans les marchés, en fait, si on va sur une base de rendement, en fait, c'est l'élément de risque. Donc, c'est pas facile de répondre à cette question-là. Il ne faut pas être insécure, mais par contre, il faut gérer cette incertitude-là. Il faut prendre, en fait, encore plus systématique quand on vit ces choses-là pour s'appuyer sur des données concrètes plutôt que avec une boule de cristal puis on essaie de penser ce qui va se passer dans l'avenir. Effectivement. C'est sûr qu'on peut se poser la question, dépendamment où se situe l'entreprise qu'on évalue par rapport à son passé avec la méthode de capitalisation qu'on va vous présenter. Donc, on regarde le passé, mais est-ce que le futur va être garant, le passé va être garant du futur? Bien, dépendamment du secteur d'activité dans lequel l'entreprise opère, peut-être que là, on va peut-être avoir des doutes. Bien, moi, ce que je retiens, Léo, de ce que tu nous as présenté, c'est qu'il y a une variété de méthodes. Okay? Oui. Il y en a plusieurs. Ça dépend du type d'industrie, du type d'entreprise, de son contexte. Et on peut choisir certaines méthodes, mais il faut se dire qu'on est dans la PME. Hein? On n'est pas dans la société, on n'est pas dans les sociétés cotées en bourse. Hein? Dans notre discussion, on s'adresse à la PME. Et puis, qu'elle soit manufacturière ou de service, il y a des méthodes qui sont plus utilisées que d'autres. Moi, je peux juste vous dire que j'ai testé, hein, on ne l'a pas calculé, on l'a vécu. On a vécu la liquidation forcée des actifs. En 2001, j'ai liquidé l'entreprise pour la fermer et je peux vous garantir que ce n'est pas la plus payante. Donc, c'est souvent une méthode, comment je dirais ça, c'est la pire des méthodes finalement. Hein? Effectivement. Ça peut être la vente de feu, là. Appelons-le vente de feu. Hein? Léo, à travers ta pratique, on a vu toutes sortes de situations, dont la valeur affective. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que là, on détermine une juste valeur marchande qui est une valeur qui est beaucoup plus froide, je dirais, qui est basée, on va utiliser beaucoup la méthode sur le rendement. Donc, en fait, on se met dans un concept d'investisseur qui est beaucoup plus froid. Effectivement, dans les PME, on a souvent, il y a à peu près une trentaine de définitions de valeur, en fait. Hein. Et puis, oui, effectivement, il va y avoir la valeur affective pour le fondateur, surtout si ça a été le fondateur de l'organisation, ça fait que ça devient comme son bébé. Et là, ben, il y a plein de facteurs qui sont plus des perceptions ou des émotions qui pourraient venir teinter la valeur, puis faire augmenter la juste valeur marchande. Pas la juste valeur marchande, mais la valeur pour le propriétaire. Et donc, ça, on ne peut pas en tenir compte. Ce n'est pas quelque chose qui est transférable dans l'entreprise, on ne peut pas en tenir compte. C'est sûr, oui, effectivement, il y a toujours ce dilemme-là. Puis, dans mes présentations que je fais à mes clients, je la décline toujours parce qu'il faut être conscient que ça existe, elle est là. Mais par contre, il faut y aller avec une valeur, je dirais, plus terre à terre, qui est la juste valeur marchande avec la définition qu'on en connaît. Donc, il faut garder la tête un peu plus froide.
Oui, il y a souvent aussi une confusion entre leurs revenus, qu'est-ce que l'entreprise leur rapporte comme rémunération, hein, comme source de revenus. Puis quand ils arrivent pour la vendre, là, ils s'aperçoivent que, bon, il y a un bout là, qui ont évacué, c'est-à-dire la confusion entre le revenu que ça me rapporte puis la valeur de l'entreprise. Exact. Souvent, c'est ce qu'on rencontre, c'est qu'en fait, il n'y a pas un concept aussi de retour sur investissement. En fait, c'est un concept plus pour l'actionnaire actuellement, mais on comprend que les PME, ils n'ont pas nécessairement eu cette formation-là. Mais c'est sûr que, en fait, tous leurs gestes, en fait, quand ils décident en fait, ils ont un choix. Quand l'entreprise génère des bénéfices après impôt, ben ils ont de l'argent. Bon, ils peuvent soit verser un dividende ou se faire l'acquisition d'immobilisation, puis ça va servir, ou s'ils se le versent, ben ça fait partie de leur patrimoine. Mais il y a toujours une confusion à ce niveau-là de savoir l'impact des décisions qui ont été prises ou de la rémunération ou passer certaines dépenses dans l'organisation qui fait que s'il diminue son bénéfice, bien, si on diminue le bénéfice de l'entreprise par des actions qui n'étaient pas appropriées, ça fait en sorte que ça diminue la valeur de l'entreprise. Mais quand on entend parler, là, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre de vouloir faire une transaction pour évaluer une entreprise parce que justement, on pourrait avoir des prises de conscience puis on aurait le temps de se préparer pour, exemple, préparer sa retraite, préparer aussi ce qu'on appelle, nous, une beauté à la mariée, c'est-à-dire que la rendre la plus séduisante possible, c'est-à-dire aller en tirer la valeur maximale. Donc, on n'a pas besoin d'attendre de faire une transaction, qu'elle soit à l'externe ou à l'interne, pour faire une évaluation d'entreprise. Oui, en fait, on pourrait le comparer au domaine immobilier. En fait, il faut faire du home staging. Il faut rendre la mariée un peu plus belle, si on veut, ou en tout cas plus attrayante, puis en poser des gestes. Mais à partir du moment où on sait comment se détermine la juste valeur marchande, on sait sur quoi on peut agir ou interagir pour faire en sorte qu'on optimise notre juste valeur marchande. J'aimerais ça, Léo, que tu nous parles immédiatement. Bon, là, on s'adresse à la francophonie, mais on a une réalité canadienne, nous, qu'on appelle l'exemption de gain en capital. Alors, on a le ministère du Revenu qui veut s'assurer de retirer sa part de revenus des transactions. Et on a certains avantages au Canada que je sais qu'ils n'ont pas au Maroc, exemple, l'exemption de gain en capital. J'aimerais ça que tu nous en parles immédiatement parce que quand on n'a pas un professionnel qui nous a fait une évaluation d'entreprise de façon sérieuse, le ministère, lui, s'en fait une. Et puis, on peut être pénalisé fiscalement parlant, c'est-à-dire en payant de l'impôt, que si on avait été mieux structuré ou planifié, on aurait pu éviter. Parle-nous de l'exemption qui est en capital au Canada. Bien, en fait, même la détermination de la juste valeur marchande découle de la réglementation fiscale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement a décidé d'offrir une exonération du gain en capital à des particuliers qui détenaient des actions dans une société, une petite entreprise, en fait, il fallait à ce moment-là s'assurer elle valait combien? C'était quoi la juste valeur marchande pour déterminer justement ce gain en capital-là? C'est de là qu'a découlé la détermination de la juste valeur marchande, parce qu'il voulait s'assurer, le gouvernement, que, bon, est-ce que la transaction a lieu à la bonne valeur, en fait. Et là, bien, le gouvernement, effectivement, a intégré une exonération du gain en capital. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, puis ça, au départ, c'était 500 000 puis ça a augmenté au fil du temps. Puis ça veut dire qu'en fin de compte, il y avait une partie qui devenait non taxable ou non imposable au fil du temps. Puis là, présentement, on parle d'à peu près 870 000 d'exonération du gain en capital. Donc, en fait, ça veut dire que le premier 870 000 de gain, donc la différence entre le coût original fiscal et la juste valeur marchande qu'on détermine, le premier 870 000 est non imposable. Donc, il n'y a pas d'impôt à payer sur ce montant-là. Donc, on comprendra que pour le gouvernement, ben c'est autant important de savoir c'est quoi la juste valeur marchande, la vraie transaction, parce qu'en fait, il faut taxer sur le différentiel entre les deux. Oui. Donc, il va aller chercher des sous, il va aller chercher de l'argent de la part du contribuable. Parfait. Alors, si l'entrepreneur n'a pas un document, on s'entend que le ministère du Revenu va se faire un calcul
de son côté et puis il va déclarer ses conclusions et il pourrait y avoir une facture fiscale. Exactement. Et là, c'est pour ça que quand on détermine la juste valeur marchande, en fait, c'est que le gouvernement, en tout cas les instances gouvernementales au niveau fiscal, demandent qu'il y ait un effort raisonnable qui soit déployé pour déterminer cette juste valeur marchande-là. Donc, en fait, tout est dans la raisonnabilité. Donc, évidemment, c'est sûr que si on a un document qui tient sur une page 8,5-11, sur une page, puis versus un document qui a 30 pages, c'est sûr que je pense qu'au niveau raisonnabilité, j'ai plus confiance en le document de 30 pages que le document d'une page. Bon, ça ne veut pas dire que la valeur n'est pas la même, mais... Il y a plus de détails, disons, dans la vraie évaluation formelle. D'ailleurs, Suzanne, on va avoir ultérieurement, dans quelques capsules, on va avoir un avocat fiscaliste qui va venir nous parler justement des aspects fiscaux et légaux des transactions. Fait qu'on va laisser Léo décliner l'ensemble de la méthode qu'il veut couvrir aujourd'hui. Puis on donnera des exemples après pour que nos téléspectateurs puissent suivre, OK? Parce que c'est quand même un petit peu technique, même si Léo vulgarise très bien. Pour pas que vous perdiez le fil, on n'interviendra pas pendant l'explication de sa formule. Ça vous convient? Oui, ça me convient. C'est correct, Léo? Oui, c'est bon. Alors, on va commencer ça va être difficile. Avec la méthode. Et puis là, cette méthode-là, on va la défiler tout le long de la présentation. Puis tu vas pouvoir donner des explications concrètes, chiffrées pour chacune des étapes de l'évaluation. Exact. Alors, puis je pense que, Nathalie, à la fin, tu pourras parler de la petite méthode que tu as mis dans le guide qui correspond un peu à ça, mais celle-ci là est vraiment plus élaborée. Alors, voici, on commence la présentation. Allez. Donc, ici, en fait, on va prendre, pour les fins de l'exemple, on va prendre la méthode de capitalisation des bénéfices. C'est juste, on veut faire un recul dans... En fait, c'est qu'on va déterminer un bénéfice représentatif avant impôt. Donc, en fait, c'est quoi le bénéfice représentatif? En fait, on va partir du bénéfice, on va le voir de l'exemple, on va partir du bénéfice qui est établi selon les états financiers annuels, auquel on va venir attribuer certains redressements pour tenir compte plus de la récurrence ou de la non-récurrence de certaines dépenses ou certains revenus. Donc, on va venir ajuster notre bénéfice. Après ça, on va tenir compte aussi de l'impôt, parce qu'évidemment, pour pouvoir sortir les fonds, il faut le verser une fois qu'on a versé nos impôts corporatifs. En tout cas, pour le Canada, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est que sur un tableau, il y a une période de 5 ans. Donc, on parle de bénéfices représentatifs. Donc, j'ai mis une période de 5 ans. Pourquoi? Parce que, bon, dans le cadre de l'économie, on peut avoir des bonnes années, des moins bonnes années. Donc, ça nous permet d'avoir un intervalle qui nous permet d'avoir un meilleur bénéfice représentatif. Donc, oui, effectivement, tu peux remettre le bénéfice avant impôt. En fait, on part du bénéfice avant impôt selon les états financiers annuels. Donc, ce sont les données qui sont fournies par les états financiers qui ont été produits par votre expert comptable externe annuellement. Puis donc, on part de ce chiffre-là. Donc, ici, pour chacune des années, on a notre bénéfice avant impôt. Qu'on va venir, en fait, redresser pour certains éléments. Un qui est important, qu'on retrouve fréquemment dans les PME. On peut comprendre que dans les PME, bon, des fois, dépendamment de la structure corporative, donc des fois, l'entrepreneur a une compagnie de gestion qui détient l'immeuble, il peut se verser des dividendes, etc. Donc, en fait, bon, la première question qu'on se pose, est-ce que les salaires qui ont été versés aux dirigeants actionnaires représentent la juste valeur marchande du même salaire que s'est versé une personne qui est externe? En fait, si on se verse un salaire inférieur au marché pour le même travail effectué, ça fait en sorte que notre bénéfice est sur ou sous-évalué. Donc, ça a un impact direct sur la détermination de la juste valeur marchande. Donc, ici, dans notre cas, dans notre exemple, en fait, on voit qu'au cours des années 2015 à 2017, il y avait des salaires qui étaient sous-évalués. Donc, c'était versé moins de salaires, peut-être pas juste pour une personne, mais pour plusieurs personnes. Donc, on vient se poser la question, est-ce que les salaires représentent la juste valeur marchande des salaires qui sont versés pour une personne qui ferait exactement la même tâche? Évidemment, c'est toujours un petit peu question d'ego à ce niveau-là, mais il faut le voir de façon froide et pour déterminer la juste valeur marchande. Il faut toujours ne pas perdre de vue notre définition de la juste valeur marchande, parce que c'est ça qui nous mène tout le long du processus. Ensuite, il y a d'autres types de redressement. Bon, ici, j'ai mis des exemples. En fait, il faut se poser la question, est-ce que en regardant les différents, en faisant une analyse des résultats de l'entreprise sur une période suffisamment longue, on regarde est-ce qu'il y a des dépenses qui sont non récurrentes. Donc, ici, j'ai mis au niveau des honoraires professionnels.
il se pourrait que pour des années particulières, il y a eu des dépenses supplémentaires pour X raisons, des structures corporatives, etc. Où on a utilisé, des professionnels de différentes sources pour faire différents travaux qui sont non récurrents. Et donc là, on va venir réajuster notre bénéfice pour tenir compte de ces éléments-là. On a aussi des éléments de mauvaise créance irrécouvrables qui ont été recouvrés, qui sont des éléments ponctuels, puis on va venir les redresser. Et aussi, bon, dans notre exemple, des revenus d'intérêt, évidemment, l'entreprise, il faut se mettre dans le cadre, c'est quelles sont ses opérations de banque. Donc, l'entreprise n'est pas une banque. L'entreprise, dans ce cadre-ci, c'est pas une banque, c'est pas une entreprise de placement, c'est pas une société de portefeuille, c'est une compagnie opérante qui fait certaines activités commerciales. Donc, en fait, elle n'est pas là pour faire du revenu d'intérêt. Donc, on va venir enlever ces éléments-là et aussi certains éléments ici au niveau des immobilisations qui sont des éléments qui sont plus comptables qui ont un impact vraiment financier sur la détermination du vrai bénéfice, en fait, d'opération. Il y a d'autres types de redressement qui pourraient s'appliquer. Il y en a une multitude. Mais en gros, c'est des éléments qu'on peut retrouver. Il y a aussi pour des entreprises qui sont dans le milieu où ils ont des stocks. Il faudrait se poser la question, est-ce qu'il y a des stocks qui sont désuets? Il peut y avoir des entreprises qui n'ont jamais réévalué leurs inventaires de produits à vendre et on pourrait se retrouver avec un gros montant d'éléments de redressement si l'entreprise ne fait pas un ménage régulier de ses inventaires, ne les liquide pas ou fait en sorte que ces produits-là ne sont plus dans leurs états financiers. Entre autres aussi, il pourrait y avoir des dépenses extraordinaires au niveau d'un déménagement d'entreprise. L'entreprise ne déménage pas fréquemment, mais si elle avait déménagé pour quelque raison que ce soit pour un agrandissement, évidemment, ça amène des dépenses qui sont exceptionnelles. En fait, ce qu'il faut retenir dans les redressements, c'est tous les types de dépenses ou de revenus qui sont exceptionnels, qu'on va venir retrancher ou additionner à notre bénéfice comptable établi par les états financiers annuels pour établir un nouveau bénéfice qu'on appelle bénéfice représentatif avant impôt, qui est notre ligne un petit peu plus bas. Donc, par la suite, une fois qu'on a déterminé ça, on est mieux redresser notre bénéfice et donc, on va utiliser un facteur de pondération. Pourquoi un facteur de pondération? Puis là, bon, ça peut devenir un petit peu plus subjectif, mais en fait, le rationnel qu'il y a derrière tout ça, c'est en fait de poser la question, OK, la dernière année, la plus récente, devrait correspondre en fait beaucoup plus à ce qui devrait subvenir dans le futur. Donc, dans cet exemple-ci, on a mis un poids de 30 Donc, il y a 30 de chance que cette année-là se reproduise dans le futur, dans les années 2020 et suivantes. Et même chose pour 2018, 30 20 pour l'année 2017, 2016, 10 et 10 Donc, en fait, on est venu donner un poids relatif à chacune de ces années-là sur l'ensemble des bénéfices qui ont été générés avant impôt pour nous donner, en fait, par la suite, la résultante, en fait, si on additionne tout ça, ça nous donne un bénéfice représentatif pondéré avant impôt. Donc, il a été pondéré et ce que ça veut dire, ce bénéfice-là de 563 500 ce que ça vient dire, c'est qu'en fait, pour les 10-15 prochaines années, voilà ce que devrait réaliser comme bénéfice avant impôt cette entreprise-là. Donc, ça a varié au fil du temps, mais voilà ce qu'on vient dire, c'est que c'est ce qu'elle devrait générer au fil du temps. Donc, une fois qu'on a déterminé le bénéfice avant impôt représentatif, évidemment, on ne peut pas verser les sommes d'argent aux actionnaires, il faut payer l'impôt corporatif. Ici, dans notre exemple, évidemment, on est au Québec, donc j'ai mis l'exemple du Québec avec les taux effectifs en 2020 pour une entreprise à taux réduit. Donc, au Québec, sur le premier 500 000 de bénéfices réalisés avant impôt, en fait, le taux est de 18,5 et sur tout excédent 500 000 de bénéfices, il va être de 26,7 Donc, on voit ici, un peu plus bas, on a le calcul. Donc, on a fait, à la diapo précédente, on avait 503 500 de bénéfices avant impôt. Et là, on applique les tables là, de calcul qui nous fait une facture d'impôt estimative de 109 000 Donc, en fait, là, prochaine diapositive, on va voir, en fait, on va faire le calcul, c'est simplement mathématique. Donc, on a notre bénéfice avant impôt, moins les impôts estimatifs, va nous donner notre bénéfice représentatif après impôt de 454 000 Donc, en fait, ce qu'on vient dire, c'est que voilà ce que l'entreprise, si toute chose reste égale par ailleurs, l'entreprise, si rien ne change dans son futur, voilà ce qu'elle devrait générer, 454 000 de bénéfices après impôt. Et c'est ça, et là, c'est ça qui est distribuable, en fait, aux actionnaires qui sont actionnaires actuellement de l'entreprise. Donc, sous forme de dividende
aux actionnaires. Donc, c'est ce qui devient distribuable. Donc, de là, la valeur, en fait, ce qu'on vient de dire, c'est voilà ce qu'elle devrait générer. Donc, si on est dans un concept de rendement, on vient se dire, bien, voilà si elle génère tout ça. Maintenant, combien est-ce qu'elle va générer pour le futur? Elle va valoir combien? Et là, on va voir. Maintenant, on a déterminé les 3 premiers éléments, là, qui sont, on est rendu au bénéfice net représentatif. On va maintenant établir le multiple co-bénéfice, qui va nous permettre d'arriver à la valeur capitalisée du bénéfice représentatif. C'est une multiplication, en fait, du bénéfice net représentatif. Plus les éléments d'actifs excédentaires, on va l'expliquer un petit peu plus tard, va nous donner notre juste valeur marchande selon la définition qu'on a vue au départ. Fait que ça va. Donc, ici, en fait, pour déterminer le taux de capitalisation, le taux de rendement attendu, en fait, donc on a regardé le passé et on se dit, voilà, à quel taux de rendement je vais capitaliser mon bénéfice, combien ça va valoir dans le futur, dans une perspective suffisamment longue. Donc, en fait, pour déterminer le taux de rendement, on va se poser la question, on va partir avec le taux de base, le taux de rendement sans risque. Ici, on est au Canada. J'ai pris des obligations du Canada à échéance plus de 10 ans parce que je me dis, je me mets dans un concept que l'entreprise est là pour une dizaine, 10, 15 prochaines années. Donc, j'ai établi qu'au mois d'octobre 2020, selon les dates qui sont là, le rendement sur les obligations du Canada rapportait 1 %. Donc, c'est une obligation qui est sans risque. Ça rapporte 1 %. Ensuite, selon une étude de Watson, en fait, on a 2 éléments supplémentaires parce qu'il faut comprendre que quand on est actionnaire, on détient un bout de papier nous disant qu'on est actionnaire d'une société. Donc, il y a une prime de risque pour la participation au capital de 6,10 %. Juste le fait que plutôt que de détenir les actifs à mon nom propre, je les détiens au nom d'un actionnaire. Puis il y a une société. Donc, il y a une surprime de 6,10 % et il y a une prime aussi pour la taille de l'entreprise. On parle ici de PME, donc évidemment, on est dans des petites entreprises de plus petite taille. Donc, en fait, on a une prime supplémentaire de 6 % ce qui fait que le rendement moyen du marché, sans tenir compte de la particularité de notre entreprise évaluée, serait au mois d'octobre 2020 de 13 %. Donc, il faudrait s'attendre à avoir un rendement d'une entreprise qui serait peut-être cotée en bourse, qui est une PME, plus petite entreprise, d'avoir un rendement de 13,10 %. Suite à ça, bien, on va déterminer une prime additionnelle pour le risque particulier de l'entreprise. Et là, on va regarder son risque d'affaires, ses risques financiers, sa structure financière, etc. On va regarder différents éléments de l'entreprise, comment est-ce qu'elle opère, est-ce qu'il y a beaucoup de communication au niveau de l'information financière, est-ce que leur plan d'affaires en tout cas, il y a plein d'informations qu'on peut mesurer là. Et on va venir surprimer, en fait, le risque de cette entreprise-là. Dans ce cas-ci, on a mis une prime supplémentaire de 4,10 %, ce qui nous fait un taux de capitalisation totale de 17,20 %. Donc, ce qu'on vient dire, c'est que dans ce cas-ci, pour l'entreprise qu'on a utilisée comme exemple, bien, on se dit, bien, elle devrait rapporter au fil du temps un rendement de 17,20 %. C'est ce que ça nous permet de dire. Donc, à partir du taux de capitalisation, on va pouvoir calculer le multiple co-bénéfice. En fait, le multiple co-bénéfice, c'est l'inverse du taux de rendement attendu. Fait qu'on va, le multiple co-bénéfice, c'est on prend 100 %, un rendement de 100 % divisé par mon rendement attendu de 17,20, va me donner mon multiple co-bénéfice. Dans ce cas-ci, ça donne 5,81. Donc, on dit, comme investisseur, moi, avec mon taux de risque que j'ai mesuré selon ma perception du risque, puis mon rendement attendu, bien, je vais prendre, on va le calculer à l'instant, on va calculer, en fait, c'est quoi la valeur de l'entreprise en continuité, sans tenir compte des éléments d'actifs excédentaires. Fait qu'on peut passer tout de suite à l'autre diapositive, on va venir mettre ça, en fait, on est rendu, on vient de déterminer notre multiple co-bénéfice, on va donc maintenant déterminer notre valeur capitalisée du bénéfice net représentatif. Puis, en fait, on va aussi déterminer, pour arriver à la juste valeur marchande, tenir compte de certains éléments d'actifs excédentaires. Donc, c'est quoi les éléments d'actifs excédentaires? En fait, il y a certains éléments qui, on l'a vu tantôt, il y avait des intérêts qui ont été générés dans l'entreprise qu'on donnait comme exemple. Donc, il peut y avoir des placements dans l'entreprise qu'on a dans l'entreprise. On va y revenir, fait qu'on va juste regarder la première partie du haut. Donc, on avait déjà déterminé notre bénéfice représentatif après impôt de 454 000, notre multiple co-bénéfice de 5,81. Si on multiplie les deux ensemble, ça va nous permettre d'arriver à une valeur capitalisée du bénéfice net représentatif de 2,6 millions de dollars. Ensuite, je disais, on vient rajouter des actifs excédentaires, puis on se pose la question, est-ce qu'il y a des actifs excédentaires? Donc, dans cet exemple-ci, il y avait, oui, effectivement,
un actif excédentaire, peut-être trop d'argent dans le compte de banque, ici dans ce cas-ci, une dizaine de milliers de dollars. Il y avait des placements dans une co-entreprise ou dans une société, peut-être à la bourse, de 40 000 dollars dans ce cas-là. Et un autre élément qui est la capacité d'emprunt sous-utilisée. Donc, l'entreprise, au moment où on l'évalue, pouvait avoir une capacité d'emprunt qui n'était pas utilisée, mais qui est là pour l'acheteur qui va faire l'acquisition le jour d'après. Elle était là, si on ne la sort pas. Donc, en fait, là, c'est des exemples, mais il pourrait y avoir d'autres éléments d'actifs excédentaires. Exemple, dans une entreprise manufacturière qui aurait, parce que j'ai vu ça dans le passé, j'avais un entrepreneur qui utilisait trois grosses machines de production. Puis il y en avait deux en surplus au cas où qu'il y en ait une ou deux qui fassent défaut. Donc, c'est sûr que si on parle des machines qui valent des centaines de milliers de dollars, bien évidemment, maintenir un actif qui n'est pas nécessaire parce que, bon, je posais la question, est-ce que tu as eu des problèmes avec tes machines de production? Il n'y avait jamais eu de problème avec ces machines. Donc, il y avait deux machines en surplus qui auraient pu être vendues, donc qui étaient des actifs excédentaires, et qu'il aurait pu récupérer, en fait, une partie de cet argent-là, de cet investissement-là qui dormait dans ces actifs. Il y a aussi, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des brevets, des licences, des choses comme ça, des matrices qui ont été faites, et qui peuvent avoir une juste valeur marchande, en fait, un actif, et qui ne sont pas utilisés. Donc, on pourrait peut-être les vendre. Donc, c'est tout ça qu'il faut se poser comme question dans les actifs excédentaires. C'est des éléments qui sont, si on veut, qui seraient superflus aux opérations normales de l'organisation. Donc, dans notre cas de figure ici, on avait pour 100 000 $. Donc, ma valeur totale en continuité d'exploitation de l'entreprise, l'ensemble de toutes les actions de l'entreprise, on parle de 2,7 millions, 2 740 000 $ au 31 décembre 2019. Donc, mon exemple était en fonction de déterminer une juste valeur marchande à cette date-là. Donc, on voit ici, en fin de compte, que l'entreprise, avec les bénéfices générés, avec un taux de rendement attendu, a une juste valeur marchande de 2,7 millions au 31 décembre 2019. Ça fait un petit peu le tour de notre exemple qui est pour se connecter avec la détermination de la juste valeur marchande du début. Merci Léo. C'est tout un exercice de faire ça. En fait, on s'en sert, nous, quand on fait un transfert d'entreprise, on fait systématiquement à tout coup la juste valeur marchande parce que moi, je me souviens d'un exemple où est-ce que j'avais demandé aux gens de m'écrire quelle est, d'après eux, la valeur marchande dans une famille en affaires, 8 personnes. Je leur demande de dire, d'après vous, mettez-moi sur un morceau de papier, comment vous pensez que vaut l'entreprise. Et j'ai eu des valeurs de 250 000 jusqu'à 11 500 000. Alors, quand tu penses que tu es propriétaire d'un huitième de 11 500 000 versus 250 000, ce n'est pas du tout la même perception quand tu vas vendre ton entreprise ou que tu vas faire racheter tes parts. Alors, c'est très important. À chaque fois qu'on fait ça, c'est qu'on amène, et là, on avait un travail d'éducation parce que 250 000, c'est le prix d'une maison, alors que l'entreprise avait 2 gros commerces de détail, tout ça. Alors, c'était pas du tout la réalité selon la personne qui était actionnaire percevait de ce que c'est que vaut l'entreprise que ses parents avaient fondée. Alors, à chaque fois, Léo, on fait toujours une valeur marchande. Puis je pense que ce serait bien que vous partagiez avec vous aussi des exemples de la pertinence de faire une juste valeur marchande. Bien, j'ai une question, je suis curieuse. Ça s'est terminé à combien, la vraie valeur? Ça veut dire, chaque individu valait 650 000. Il était 8. Et on avait fait en même temps, Nathalie, on avait fait en même temps évaluer qui pourrait racheter l'entreprise. Okay. Et sur les 8 personnes, on a établi des principes et les 3 qui rachetaient l'entreprise étaient les 3 qui savaient la valeur marchande. Les autres étaient à l'extérieur du commerce, étaient dans l'entreprise parce que les parents avaient décidé qu'ils partageaient leur patrimoine familial de l'entreprise entre les 8 enfants. Mais c'était vraiment un travail humain de faire en sorte que on s'entende sur une valeur et la juste valeur marchande a servi d'éducation à toute la famille en affaires. Mais là, je comprends qu'il y en a 3 qui travaillaient, puis il y en a 5 qui ne travaillaient pas. Ils étaient actionnaires passifs. Il y en avait 5 qui travaillaient, 3 qui ne travaillaient pas, mais sur les 5 qui travaillaient, il y en avait 2 qui n'avaient pas un travail, qui étaient là parce que leur gagne-pain ne leur permettait pas de gagner leur vie. Alors, ils étaient dans l'entreprise pour subvenir à leurs besoins, mais ils n'étaient pas vraiment intéressés par le commerce familial.
OK. Mais ça a été un facteur où les deux facteurs, les éléments humains et les éléments financiers, tout à coup, ont trouvé tout leur sens parce que les gens sont aperçus. Puis on n'a pas eu à dire qui avait dit que ça valait 250 000 puis qui avait dit que ça valait 11 millions. 11 millions, c'est le chiffre d'affaires. Alors, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Alors, Léo, quand tu fais une évaluation d'entreprise, vraiment, ben là, tu nous donnes un exemple d'évaluation. En général, tu utilises combien de méthodes? Habituellement, j'utilise toujours les méthodes de l'actif juste pour calculer, en fait, le risque. Donc, en fait, si on faisait une liquidation ordonnée, ça va nous donner une idée, c'est quoi le risque. OK. Donc, ça, c'est sûr que je vais utiliser ça. Je vais utiliser aussi l'autre méthode, la méthode du pouce, si on veut, la méthode du BAIA, du bénéfice avant intérêt, impôt, amortissement que tu as dans le guide, juste pour valider, en fait, la méthode qui est utilisée. Mettons, celle que j'utilise le plus fréquemment, c'est le bénéfice, la méthode de capitalisation des bénéfices, donc évidemment en fonction du secteur dans lequel il opère. Mais je vais venir toujours un peu utiliser 2-3 méthodes pour venir corroborer, en fait, ma juste valeur marchande. Parce qu'on détermine la juste valeur marchande, c'est la valeur au comptant la plus élevée. Donc, en fait, il faut pousser les indicateurs vers le haut, faire en sorte d'arriver avec une valeur au comptant la plus élevée. Donc, en fait, je vais venir la valider pour voir est-ce que ça fait du sens. Oui. Avec un peu dans le marché, la méthode, en fait, du BAIA est une méthode très utilisée par la Banque de développement du Canada. La méthode du pouce, ça vient nous donner un aperçu si on est vraiment près de la même valeur. Léo, parce que nous, on a été associés pendant plusieurs années, Léo et moi, et puis on est toujours des amis. Te souviens-tu de notre cas dans une certaine région du Québec où tu as livré l'évaluation d'entreprise aux parents et leur expert comptable était en face de nous et les parents ont appris, c'est-à-dire, je pense qu'ils peut-être qu'ils le savaient, là, ils avaient établi une valeur pour faire leur gel, c'est-à-dire transférer aux enfants. Et là, la valeur qui avait été calculée par l'expert comptable sur finalement, il n'avait pas calculé, c'était une feuille BT11. Est-ce que tu te souviens de la réaction des parents? Puis ici, c'est quoi l'impact de surévaluer une valeur d'entreprise dans une transaction? Bien, en fait, quand on surévalue, en fait, comme je disais au départ, c'est la base, cet outil-là. Fait que c'est sûr qu'il va servir, cette juste valeur marchande-là. Souvent, on va l'intégrer dans notre patrimoine personnel. Donc, on va se dire, bon, voilà combien je vaux. Mais c'est sûr que si c'est de la poudre aux yeux, donc on risque de faire on part d'une hypothèse qui est fausse pour établir plein d'autres scénarios. Donc, ça veut dire qu'on est biaisé et ça ne fonctionnera pas. Donc, en fait, il ne faut pas être nécessairement conservateur, mais il faut que ça soit réaliste et réalisable. Puis, parce que dans ce qu'on vient de faire comme exercice, c'est de dire, ben voilà la juste valeur marchande actuelle, mais future, parce que si on veut intégrer des personnes, on veut qu'il y ait aussi une prise de valeur pour le futur. Donc, si elle est surévaluée aujourd'hui, potentiellement, sa plus-value, elle va être très difficile à se réaliser dans le futur. À ce moment-là, on piège les deux générations. La première s'attend à un bon montant, puis la deuxième ne sera jamais capable de rencontrer ces attentes-là. Donc, on piège deux générations. Oui, et puis, je peux vous dire, hein, Léo, te souviens-tu, on avait un mandat qui était assez étendu et une fois que ça a été communiqué, notre mandat a arrêté immédiatement. Et ça, on s'en souvient, Léo. Alors, ce qui fait que c'est pas parce que votre expert comptable qui fait vos états financiers, vos impôts de compagnie, vous a fait un petit calcul rapide sur une feuille, que c'est vraiment la vraie version ou dans ce cas-là, il y avait eu, je dirais plus, une déclaration des parents de dire, exemple, on veut 1 million de dollars chacun. Parce qu'ils avaient un besoin à la retraite de 2 millions. Ils avaient estimé qu'il y avait besoin pour compléter leur retraite de 2 millions. Ce qui fait que chaque année, les valeurs étaient calculées, étaient actualisées chaque année, mais sur une fausse prémisse. Donc, on passait… Léo, te souviens-tu du montant de l'écart? Je ne me souviens plus vraiment, moi. Pas vraiment non plus, là. Non, on était-tu passé de 2 millions à 1,2 million, quelque chose comme ça? C'est sûr que dès qu'on a une variation, c'est que là, ça vient tout fausser. Puis, on perd de vue, en fait, si on part du mauvais chiffre dès le départ, c'est que nos bases, nos hypothèses ne sont pas bonnes.
Donc, Oui. en fait, comment peut-on arriver à rencontrer ces objectifs-là de prise de valeur, ou en tout cas, si on leur calcule toujours de la même méthode, évidemment, on est pris dans un piège là, Tout qui à fait. va probablement s'amplifier aussi au fil du temps. Alors, et on a vécu plusieurs situations qui étaient, ben écoute, nous, on a été en entreprise, Léo et moi, fait que on sait un peu ce que les gens peuvent ressentir, mais en tant que professionnel, on est quand même observateur, ça fait que ça nous touche émotionnellement beaucoup moins, mais il est certain que ça m'est arrivé parce que j'étais très près du groupement des chefs d'entreprise pendant 20 ans, et ça m'est arrivé de voir une jeune fille qui avait racheté ses parents depuis 5 ans. Ses parents, puis je lui avais demandé, j'avais fait une conférence, je lui dis envoie-moi ton évaluation d'entreprise, ta convention de vente, et puis tout ça. Et puis là, finalement, je n'ai jamais reçu d'évaluation. L'évaluation n'avait pas été faite. Et cette jeune fille-là, jeune fille, elle était rendue à 40 ans, là, mais c'est plus jeune que nous. Cette jeune fille-là payait un salaire à ses parents d'une centaine de milliers de dollars pour des parents qui ne travaillaient pas dans l'entreprise. Et elle n'avait jamais racheté aucune action. Elle n'avait pas payé encore, remboursé les actions, mais elle payait un salaire. Alors, il y a aussi ça qu'on voit, c'est-à-dire, finalement, c'est comme si tu payais 2 fois. On est d'accord avec ça. Hein? Et la jeune fille, après 5 ans, c'est pas glorieux pour l'harmonie familiale parce que la journée où elle est, elle s'éduque économiquement, puis après conscience que finalement, c'était pas tout à fait équitable. Hein? On n'a pas fait un deal. C'est très important de faire un deal gagnant-gagnant parce que tôt ou tard, ça va ressortir. On est d'accord? Oui. C'est juste une question de temps. Et la jeune fille qui s'est sentie honnêtement arnaquée, on va le dire, après ça, ça a créé une bombe. Je vous dirais que je n'ai pas intervenu dans le dossier, là, mais parce que je ne voulais pas rentrer dans ce genre de dossier-là. Mais je peux vous dire que ce n'est pas gagnant pour les relations familiales par la suite. Alors, il y a aussi des cas où on a vu, hein, Léo, des actifs excédentaires, des gens qui achètent des entreprises, d'individus qui n'ont jamais fait une évaluation d'entreprise et qui se servent des actifs excédentaires non utilisés, okay, des capacités d'emprunt non utilisées, pour aller se financer avec la banque. Ça veut dire que les gens, ils n'ont pas à faire d'emprunt, eux. Ils empruntent sur la société qu'ils viennent d'acheter. Ça, c'est le deal du siècle pour l'acheteur. Oui, oui. Ce qui fait que dans une entreprise, celle-là, je trouve qu'elle est quand même assez, c'est une belle, on dirait en québécois, une belle passe. C'est-à-dire que le vendeur n'a pas fait d'évaluation d'entreprise de façon formelle ou la personne n'était pas suffisamment compétente. Fait que l'acheteur, lui, moi, je l'ai vu de personnes qui sont souvent des financiers qui ont l'habitude de faire des transactions financières. Alors, ces gens-là, ils achètent des entreprises sans mise de fonds ou très, très peu, et ils se servent de l'entreprise pour se financer. Ce qui fait que le vendeur, c'est lui-même qui finance son entreprise. Exact. En fait, tu fais payer avec l'argent qui était présent juste avant la transaction. Oui. Et j'aimerais ça, Léo, que tu nous parles, parce qu'on va se dire leur juste certains avantages. Alors, moi, je me suis fait une règle que je disais, que je communiquais. Moi, je suis une généraliste. Hein? Je suis un stratège plus généraliste. Je disais toujours, parce que dans l'évaluation d'entreprise, il y a une beauté à faire à la mariée. Ça veut dire que si on a des petites cachettes, c'est-à-dire qu'on se prend certains avantages et puis qu'on en profite, et puis ou qu'on a la méchante habitude. C'est plus difficile avec l'informatique maintenant. J'ai toujours dit aux clients, $1 d'argent au noir, on appelle ça de l'argent au noir, nous, mais sous la table, c'est à peu près $4 de valeur d'entreprise que vous allez faire. Est-ce que mon petit calcul tient la route, Léo? Oui, bien, si on prend notre exemple, on avait un multiplicateur de 5,81 qui était le bénéfice après impôt. C'est sûr que si dans l'entreprise, on passe des dépenses qui sont pour des fins personnelles, on va appeler ça des dépenses personnelles. Évidemment, on vient diminuer notre bénéfice représentatif. Si on diminue, on multiplie par un chiffre plus petit. Donc, on perd de la valeur. Tout à fait. Souvent, c'est par habitude. Bon, on est tellement habitué de faire ce stratagème-là, si on veut.
ça fait en sorte que ça pénalise. Donc, en fait, on ne peut pas avoir d'être gagnant sur les deux côtés. Donc, en fin de compte, oui, si on préfère utiliser ce chemin-là, d'augmenter nos dépenses dans l'entreprise pour avoir un bénéfice personnel, bien, ça a un impact sur la juste valeur marchande. Donc, on ne peut pas être gagnant dans les deux sphères. Si on veut augmenter la juste valeur marchande, il faudrait cesser de faire ce petit stratagème-là. Évidemment, ça a un impact sur notre coût de vie, sur le coût de vie des personnes, des propriétaires, mais il faut en être conscient, en fait. C'est les amener dans la conscience de ça, là. Oui. Donc, quand on arrive à la dernière minute de la transaction pour faire une évaluation, c'est plus difficile à redresser. Parfait. Exact. Puis quand on parle de transparence, c'est important que les chefs soient transparents. Prenons le cas d'un de nos dossiers, Léo, où la relève, qui n'était pas un membre de la famille, mais quand même, quand tu as communiqué, qui t'a communiqué une information qui disait « On a un semi-remorque derrière l'usine, plein de stock. » C'est quoi l'impact de ça sur l'évaluation d'entreprise? Est-ce que je paye pour ça, moi? Mais effectivement, puis en fait, il faut se poser la question, qui en est le propriétaire? Est-ce qu'on en a tenu compte dans les inventaires? Sont-elles inventoriées ou etc.? C'est sûr que tous ces éléments-là, souvent, bien, par une visite sur place, des fois, on peut se poser des questions parce qu'on va voir s'il y a des stocks désuets ou s'il y a si les inventaires sont bien évalués. Il faut comprendre que quand on est plus dans le cadre d'une PME, en fait, c'est un peu se mettre la tête dans le sable de dire, ben OK, si je pas trafique mes inventaires, mais j'utilise mes inventaires au niveau de bonifier ou de pénaliser un petit peu mon bénéfice, parce que c'est sûr que si mon bénéfice est inférieur, je vais payer moins d'impôts. C'est une vision à court terme de payer moins d'impôts, sauf qu'à un moment donné, ben, si on fait ça à chacune des années, ben, on crée une balloune, que je dirais en bon québécois, un effet on pousse la neige par en avant, fait qu'on grossit la problématique. Puis quand on vient pour faire une transaction, on est rendu avec une grosse facture fiscale potentielle. Oui. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est là qu'il manque de transparence. Est-ce que je l'assume aujourd'hui avec un taux d'impôt peut-être plus élevé, parce qu'on a vu que nos taux d'impôt étaient progressifs? Est-ce que je l'applique aujourd'hui ou si je le passe à la prochaine génération, étant soit familiale, non familiale ou au repreneur? C'est sûr que là, ça crée une problématique et je pense qu'il faut déclarer ça puis essayer de gérer. Ça peut repousser le moment de la transaction, mais je pense qu'il faut faire du nettoyage, il faut épurer les choses. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'on doit faire des fois avant qu'on puisse faire une transaction parce que, bon, selon les règles fiscales ici au Québec, au Canada, bien, on doit 90 des actifs détenus par la corporation doivent servir aux opérations. Donc, si on a des actifs qui ne servent pas aux opérations, on devrait les sortir de l'organisation. Donc, on a besoin de nettoyer l'entreprise. Donc, à quelque part, il faut se poser, oui, c'est des questions, il faut être vigilant pour regarder c'est quoi la vraie réalité parce qu'en fait, on vient, en faisant de tels stratagèmes, on vient un peu biaiser tous nos indicateurs de gestion aussi. Fait que donc, mon tableau de bord, est-ce qu'il me dit la réalité ou il est faussé? Puis plus on regarde dans le temps, dans le passé, bien, plus on oublie tous ces facteurs-là, puis à un moment donné, on n'en tient plus compte, mais en fait, ça a eu un impact sur nos indicateurs de gestion. Ben oui, parce qu'on n'a pas de l'information juste et précise, ce qui veut dire qu'une génération qui va être souvent plus scolarisée que les parents, ça arrive souvent, ça, hein, et c'était mon cas. Moi, j'ai fait HEC Montréal. Mes parents, mon père était un vrai entrepreneur, ce qui fait qu'on veut mettre un peu plus de professionnalisme dans l'entreprise, mais l'information n'est pas de qualité. Puis là, on veut avoir la vraie information, on veut déterrer, hein? On veut déterrer les cadavres. Et puis là, il y a un choc de génération qui arrive parce que le style de gestion, c'est un style qui était adapté pour une certaine époque, mais qui maintenant ne convient plus nécessairement pour la relève. Peux-tu nous dire, on pourrait terminer avec ça, peux-tu nous dire dans quel cas on devrait faire des évaluations d'entreprise? Dans quel cas? En dehors d'une transaction. Ben, en fait, je le souhaiterais pour tout le monde. Parce qu'il faut comprendre que, ben, en tout cas, si on est dans un cadre où on est capitaliste, où en fait, on veut augmenter notre patrimoine personnel, pas juste notre rentabilité annuelle, mais notre patrimoine. Donc, en fait, si je comprends comment on détermine une juste valeur marchande, je deviens beaucoup plus en contrôle de changer les paramètres ou de dire, ben, qu'est-ce qu'il faut que je change. Donc, en fait,
Je dois augmenter mon bénéfice après impôt, hein, si on comprend. Ensuite, ben, si je veux avoir un multiple co-bénéfice qui est plus avantageux, je dois réduire le risque de l'entreprise. On a vu qu'il y avait une portion qui était le risque particulier à l'entreprise. Donc, je dois m'attarder à dire ben, quels sont les risques que j'ai dans mon entreprise. Si j'ai un one-man show, j'ai une personne à la tête qui conduit toutes les opérations de l'entreprise, c'est un risque. Parce que si cette personne-là tombe malade, la valeur de l'entreprise va chuter. Donc, en fait, ça, c'est un exemple. Mais en fait, il faut déterminer c'est quoi le risque. Donc, plus je diminue le risque d'entreprise pour le futur, plus je viens valoriser cette entreprise-là, augmenter sa juste valeur marchande. Et là, tu me donnes un exemple d'indépendance financière du chef, hein, parce que c'est ça. Mais moi, j'aimerais qu'on... Moi, je pense que quand on est un chef d'entreprise, on doit se créer un patrimoine parallèle, c'est-à-dire commencer à se créer un patrimoine qui est séparé de l'entreprise, justement pour créer une indépendance financière. Bon, il faut se dire aussi que nous, au Canada, on a de l'impôt au décès, ce qui n'est pas le cas au Maroc en passant. Les chanceux n'ont pas d'impôt au décès, tandis que nous, on en a. Fait que si on veut transférer le risque pour des assurances, hein, Léo, on est d'accord qu'il faut savoir combien ça vaut le risque, c'est-à-dire combien vaut l'entreprise, combien on va avoir d'impôts à payer, la succession aura des impôts. Ça fait que souvent, pour des prises d'assurance, il va y avoir un moment qui va se... Le timing va être va être parfait pour faire une évaluation d'entreprise, mais dès l'instant où on est conscient qu'on veut se créer une indépendance financière, pourquoi? Parce que la PME, c'est ce qui est le plus risqué. On est-tu d'accord? Fait que les gens, j'étais avec une amie cliente ce week-end, elle m'a dit, tout l'argent qui sort de mon entreprise, je le fais toujours dans des placements qui n'ont pas de risque. Fait qu'actuellement, ce que je dirais, c'est que si on a le risque d'une entreprise dans une PME, on ne va pas se mettre en action, 100% en action sur le marché. Et là, ça aussi, c'est très risqué si on est tous en action. Donc, nous, au Canada, on va utiliser souvent, les gens vont avoir on a une profession qui s'appelle un planificateur financier. Hein? On va utiliser beaucoup cette profession-là. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une retraite. On veut commencer à mesurer justement combien il nous faut dans le temps, combien il faut épargner et donc, pour faire le bilan personnel d'un individu, il faut savoir. Fait qu'écoute, Léo, on a collaboré ensemble dans le guide qui est sur le site Internet. Donc, Léo a participé à la méthode, ce qu'on appelle une méthode un peu, sa règle du pouce, d'ailleurs, qui est une expression québécoise que je ne suis pas certaine qui est comprise. C'est-à-dire que c'est souvent les institutions financières vont même utiliser c'est une formule simplifiée, finalement. Alors, dans le guide, vous pourrez utiliser aussi cette méthode-là simplifiée qui est déclinée et que c'est Léo qui a participé à cette création-là. Fait que, et tout le sujet de faisabilité va faire partie du prochain. Tout à fait. On aura la chance de revoir Léo. La prochaine capsule sera sur la faisabilité financière du remboursement, justement, du rachat. Et puis, on te remercie infiniment, Léo, d'avoir collaboré, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. Et puis, on vous invite à vous procurer le guide pour justement cette partie financière-là, pour vous faire une idée. Et ensuite de ça, nous, on est dans la contribution. Fait que si vous voulez aider des gens de vos connaissances, on vous demanderait d'acheminer cette capsule-là, puis de vous abonner à nos capsules qui vont certainement vous faire prendre des prises de conscience, puis idéalement des prises d'action, passer à l'action. Alors, on vous remercie et on vous revoit prochainement avec les méthodes, la faisabilité financière. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.